L'impression que les ETF n'ont pas suffi au Bitcoin, hein. Il vient tout juste de toucher les 39 492 $, je l'ai sous les yeux. Et donc aujourd'hui, tout le monde se pose la même question. Quand cessera-t-il de chuter? Et pour répondre à cette question, on doit déjà comprendre pourquoi il chute. Il y a tout un tas de personnes qui accusent Grayscale et qui accusent les mineurs de vendre en masse. C'est l'une des raisons, mais c'est pas tout. La vérité est que le problème va bien au-delà, mais bien au-delà de ces récentes ventes. Ce que je vais te dire va te paraître complètement fou, mais vraiment complètement fou, mais je vais le dire parce que personne ne le dit, alors je vais le faire. Mais si je te disais que finalement, on n'aura pas 21 millions de Bitcoin, mais beaucoup plus, 2 fois plus. Dingue, non? Parce que oui, l'arrivée des ETF Bitcoin risque d'affecter quelque chose de fondamental dans le Bitcoin, sa limite de 21 millions de pièces. Les sociétés derrière les ETF envisagent de prêter le Bitcoin qu'elles détiennent en réserve à l'avenir, ce qui pourrait rendre le Bitcoin moins rare et lui faire perdre de sa valeur. Avant de m'insulter de tous les noms, prends le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout parce que ce que je vais te dire est super important. Et je vais être très précis, mais je vais exactement t'expliquer comment ça peut arriver et pourquoi ça pourrait arriver. C'est un gros problème, même un très gros problème. En plus de ça, on a le dollar qui remonte. Ça, comme tu peux l'imaginer, c'est pas bon pour le Bitcoin. Reste avec moi, regarde la vidéo et après tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Mais avant, on va rester positif. J'ai 2 bonnes nouvelles pour toi. La première bonne nouvelle, c'est qu'on va faire le tirage au sort du giveaway de la précédente vidéo. Si t'es pas au courant, sur chacune de mes vidéos du mois de janvier, je fais gagner 50 $. Ici, tu as le gagnant de la précédente vidéo. C'est très simple, hein. Tu laisses un commentaire, tu t'abonnes, tu laisses un commentaire et tu likes la vidéo et je tire au sort un gagnant sur la vidéo d'après. Du coup, le gagnant de la précédente vidéo est juste ici. Et si tu veux te donner une chance de gagner 50 $ sur la prochaine vidéo, tu laisses un commentaire, tu likes et tu t'abonnes. Pour la personne qui a gagné, je t'invite à me contacter sur Twitter ou sur Instagram ou ici sur YouTube. Il me faudra ton adresse BEP20 et moi derrière, je ferai le nécessaire. Allez, on commence. Mais avant de parler de ce qui va pas dans le Bitcoin, comme je t'ai dit, on a 2 bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est le giveaway. Je vais te partager une deuxième bonne nouvelle. Alors, on a le Nasdaq qui est la 2e plus grande bourse aux États-Unis et on a le CBOE qui est le marché, qui est la bourse de Chicago pour faire très simple. Ils ont fait une demande à la SEC pour offrir des options de trading sur les ETF Bitcoin. Et si la SEC approuve ces demandes, va dans le sens de la bourse de Chicago, va dans le sens du Nasdaq, ça pourrait multiplier le volume de transactions avec les ETF Bitcoin. Puis si on doit aller plus loin, là on n'a pas des sociétés qui ont fait la demande, on n'a pas des fonds d'investissement qui ont fait la demande auprès de la SEC. Et pas du tout. On a les bourses elles-mêmes qui ont fait la demande, ce qui pourrait signifier qu'elles aient constaté une demande très forte. Et ce que je te dis là, ça vient pas de moi, ça vient de Franklin Templeton, un fonds d'investissement très costaud aux États-Unis. Alors déjà, pourquoi le Bitcoin baisse et jusqu'où le Bitcoin peut baisser? Pour répondre à ces questions, on va examiner l'élément central de tout ce qui nous arrive actuellement, les ETF. Alors déjà au 20 janvier, les ETF ont enregistré des entrées nettes de 1,2 milliard de dollars et sont devenus le 2e plus grand ETF aux États-Unis en termes de volume dans le secteur des commodities, des matières premières. Là, les chiffres qu'on a, on parle du volume total. Mais si on rentre un petit peu plus dans le détail, on voit que Grayscale a enregistré des sorties, là je parle de sorties, des sorties nettes de 2,8 milliards de dollars. Et de toute façon, on l'a vu, je vous ai partagé plusieurs infos sur mon groupe Telegram. Chaque jour, on a vu que Grayscale transférait du Bitcoin vers Coinbase. Pourquoi? Pour les vendre, tout simplement. Et avec des sommes aussi importantes, on peut très facilement comprendre que ça va influencer le marché. Et maintenant, le Bitcoin a touché les 39 000 $. Du coup, tout le monde regarde Grayscale et les autres investisseurs. Quand je dis les autres investisseurs, par exemple, si tu regardes les holders à long terme et les holders à court terme, ils transfèrent également leurs crypto-monnaies vers des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Là, tu l'as à l'écran, il suffit que tu regardes les pics orange pour voir que il y a, des transferts beaucoup plus importants. Alors, une question qu'on pourrait se poser, pourquoi Grayscale vend? En fait, avant d'être un ETF, leur fonds qui s'appelait GBTC, c'était un trust. Et en tant que trust, ils pouvaient pas vendre le Bitcoin qu'ils avaient en portefeuille. Puis aussi, le fonds était rééquilibré une fois de temps en temps. C'était pas un rééquilibrage qui se faisait quotidiennement. Il se faisait une fois tous les quelques mois. Ce qui signifiait que si vous vouliez vendre ce que vous aviez dans le fonds, vous pouviez pas échanger vos actions du fonds contre du Bitcoin, puis vendre ces Bitcoins
au prix du marché. C'était impossible. Mais la seule chose que vous pouviez faire, c'était de vendre vos actions à quelqu'un d'autre, mais les actions ne pouvaient jamais être échangées en Bitcoin. C'était un peu comme avoir de l'argent bloqué. Et maintenant, c'est complètement différent parce que en devenant un ETF, les gens vendent leurs actions à d'autres personnes comme ils le faisaient auparavant, mais la différence, c'est qu'il y a aujourd'hui un mécanisme de rachat. Pour faire très simple, et vraiment très très simple, ça veut dire que le Bitcoin qui était bloqué auparavant ne l'est plus aujourd'hui. Il peut être vendu. Et donc, encore une fois, pour faire simple, toute la pression de vente qui s'est accumulée toutes ces années est en train de se libérer. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous assistons à ces baisses. Mais, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, c'est pas la seule conséquence des ETF. Il y a autre chose d'inquiétant et je me dois de t'en parler et c'est ce que je vais faire. En fait, c'est très simple, c'est que il pourrait y avoir un effet de multiplication de l'approvisionnement de Bitcoin. Autrement dit, en pratique, pas théoriquement, c'est très important. Théoriquement, on aura 21 millions de Bitcoin. Mais en pratique, au lieu d'avoir une limite de 21 millions de Bitcoin, les ETF pourraient permettre en réalité une circulation beaucoup plus importante de Bitcoin. Et comment? Je vais tout expliquer maintenant. Mais avant, petite parenthèse, je tiens à préciser que à court terme, c'est pas ce qui a fait baisser le cours du Bitcoin. Mais à long terme, ça peut devenir problématique. Alors, je t'apprends rien, c'est quelque chose qui a été répété encore et encore. Mais normalement, on devrait se retrouver avec 21 millions de Bitcoin dans plus de 100 ans. Je crois que c'est plus de 100 ans à vérifier. Tasse graphique à l'écran, c'est très simple. Voilà, on atteindra les 21 millions de Bitcoin le jour où cette ligne bleue deviendra toute plate. Autrement dit, ça signifiera que le Bitcoin sera rare et que selon les théories classiques qu'on connaît tous, c'est ce qui va donner de la valeur au Bitcoin. Maintenant, écoutez ma théorie qui n'est pas que ma théorie, mais écoutez la théorie que j'ai envie de vous partager. Maintenant, écoutez-moi bien, je vais essayer d'être le plus clair possible. Tu le sais sans doute, quand tu vas à la banque, tu déposes de l'argent au guichet, la banque ne conserve pas cet argent liquide, il le remet très rapidement en circulation. Si demain tu vas à ton guichet, tu déposes 10 000 euros, il va pas garder ces 10 000 euros au guichet en attendant qu'un jour tu veuilles les récupérer. Pas du tout. Ce qu'il fait, comme je t'ai dit, il fait travailler cet argent. Comment? Par exemple, il prête cet argent. Je pense que pour le moment, ce que je dis, c'est clair. Et ce que tu dois savoir, et c'est ce qui peut être inquiétant, c'est que les gestionnaires d'ETF font exactement la même chose. C'est-à-dire que pour constituer, si je dois faire un parallèle avec le Bitcoin, pour constituer un ETF Bitcoin, ils doivent avoir des Bitcoins en réserve. Et ces Bitcoins, ils pourraient les prêter. Si tu sais de quoi je parle, ne t'acharne pas sur le bouton dislike, je vais m'expliquer parce qu'il y a quand même quelques petites nuances. Une des petites nuances, c'est très simple. Dans le cas spécifique des ETF Bitcoin, normalement, les prêts ne sont pas autorisés. Selon leur statut, les Bitcoins qu'ils ont en réserve ne doivent pas être prêtés. C'est dans leur statut, j'invente rien du tout, c'est clair. Mais ce que tu dois savoir, c'est que la loi ne l'interdit pas. Ils doivent pas les prêter, mais c'est pas interdit. En Europe, par exemple, il y a encore quelques années, les gestionnaires pouvaient prêter 100% de leurs réserves. 100%. Ils pouvaient prêter la totalité de leurs réserves. Et parmi les 10 plus grands fonds d'investissement du monde, tous prêtent une partie de leurs réserves. Puisque je te dis, je suis pas le seul à le penser, il y a déjà des sociétés qui spéculent sur le fait que les fonds d'investissement devront prêter leurs réserves en Bitcoin, tout simplement parce que les commissions générées par ces ETF ne peuvent pas couvrir les coûts de ces ETF. Tu l'as vu avec moi. Ils ont tous tiré les commissions vers le bas, tout simplement pour attirer un maximum de personnes. Mais quand on passe de 1%, je crois qu'il y avait même un fonds qui était à 3%, mais quand on passe de 1%, 0,75, 0,5 et 0,25, il y a même un fonds, je crois que c'est BlackRock, si je me trompe pas, pendant 12 mois, il n'y a même pas de commission où on est à 0,12%. Impossible que le fonds d'investissement puisse couvrir ses coûts avec des commissions aussi faibles. Alors, pour faire ça, ils ont besoin de trouver de l'argent pour couvrir leurs dépenses. Et cet argent, c'est très simple, il peut venir des bitcoins qu'ils ont en réserve. Encore une fois, ils peuvent ne rien faire avec ces ETF, mais comme je l'ai toujours dit, on a tout prévu, sauf les imprévus. Et dans la mesure où moi, je leur fais absolument pas confiance, j'exclus pas le fait qu'à un moment, ils puissent se retrouver dans cette situation. Mais encore une fois, selon leur statut, ils peuvent pas. Mais comme tu le sais comme moi, quand il s'agit d'argent, ces fonds d'investissement ont toujours des idées. Et certaines sociétés comme ProShares envisagent de nouveaux ETF avec des caractéristiques différentes qui permettraient de prêter les bitcoins qu'ils ont en réserve. Ce que je veux dire là, c'est que il serait pas étonnant de voir apparaître des nouveaux ETF bitcoin
pour pouvoir couvrir cette situation. Maintenant, une question que tu as envie de me poser, en quoi c'est un problème? Bah déjà, ça pourrait compromettre les réserves. Très simple. Si, admettons, exemple, tout le monde souhaite sortir de l'ETF, si les bitcoins ont été prêtés, bah déjà là, c'est un problème. Puis il y a un deuxième problème, il y aurait, et il faudra me suivre sur cette théorie, il y aurait un effet de multiplication de bitcoin. Je vais m'expliquer. Supposons que j'ai une action de bitcoin et que cette action équivaut à un bitcoin. Une action, un bitcoin. Si par exemple Grayscale conserve ce bitcoin dans ses réserves et ne le déplace nulle part, en pratique, l'action de bitcoin représente le bitcoin stocké. Et là, il y a toujours qu'une seule unité. Là, il n'y a eu aucun mouvement. Une action bitcoin équivaut à un bitcoin, comme ce que j'ai dit juste avant. Et ce qui peut être déplacé ici, c'est l'action de bitcoin. L'action de bitcoin, j'insiste bien sur ce point-là. Mais admettons que Grayscale prête le bitcoin qu'il a en stock. J'ai toujours la possibilité de déplacer mon action bitcoin. Je peux le déplacer, je peux l'acheter, je peux le vendre, je peux en faire ce que je veux. C'est mon action. Mais il y a aussi, et là c'est super important, la société qui a emprunté le bitcoin à Grayscale qui peut en faire ce qu'il veut. Et dans ce cas-là, on aurait une action bitcoin qui serait en circulation et on aurait également un bitcoin qui serait également en circulation. Alors qu'au départ, l'idéal aurait été que le bitcoin reste stocké. Mais comme j'ai dit, Grayscale aura prêté les bitcoins qu'il a en réserve. Et du coup, on aurait des bitcoins qui seraient également en circulation. Et pourquoi c'est un problème? C'est qu'on aurait deux unités représentant le même bitcoin en mouvement. Ce qui fait que derrière, on n'aura pas une seule unité de bitcoin, mais on aura bien deux unités de bitcoin. Et en plus, ça pourrait se répéter encore et encore. Et du coup, au lieu d'avoir 21 millions de bitcoins, à la base, c'est ce qui est prévu, les ETF pourraient permettre la circulation, et j'insiste bien sur le mot circulation, la circulation d'actions représentant beaucoup plus de bitcoin. Et ce que je dis là, c'est pas de la magie, c'est pas une théorie que j'ai sortie de mon chapeau. Pas du tout. C'est quelque chose qui est réel en économie. Vous pouvez le vérifier par vous-même. C'est ce qu'on appelle le multiplicateur monétaire. Vous faites une petite recherche sur Internet. Voilà, il y a tout un tas d'articles. Je vous ai même fait une petite recherche sur ChatGPT. Je sais que ChatGPT, faut revérifier les informations. C'est pour cette raison que tu vas double-checker avec des articles ici et là. Mais voilà, une explication simple du multiplicateur monétaire. Vous déposez de l'argent dans une banque. Disons que vous déposez 100 €. La banque ne garde pas tout cet argent en réserve. Elle prête une partie de cet argent à d'autres personnes ou entreprises qui en ont besoin. Par exemple, pour acheter une maison ou financer une entreprise. Ces emprunteurs utilisent maintenant cet argent pour leurs besoins, par exemple en payant un entrepreneur pour construire une maison. L'entrepreneur à son tour dépose cet argent dans sa propre banque. La banque de l'entrepreneur ne garde pas non plus tout l'argent en réserve. Elle prête une partie de cet argent à d'autres emprunteurs et ce processus de prêt et de dépôt se répète à plusieurs reprises à travers l'économie. Chaque fois que de l'argent est déposé dans une banque, une partie de cet argent est prêtée à nouveau, créant ainsi plus d'argent dans l'économie. Le multiplicateur monétaire mesure à quel point cette création d'argent peut être importante. Par exemple, si le multiplicateur monétaire est de 10, chaque euro déposé dans une banque peut potentiellement donner lieu à 10 € supplémentaires d'argent créé. Eh ben, le problème, il pourrait également se présenter avec le Bitcoin. Et dans le cas du Bitcoin, c'est un véritable problème parce que ça irait à l'encontre de beaucoup de choses. Par exemple, la rareté du Bitcoin et à long terme, ça pourrait réduire son potentiel à la hausse. Et c'est pourquoi, de toute façon, je vous tiendrai au courant, mais c'est pourquoi il faut être très attentif à ce que feront les fonds d'investissement. Je vais surveiller cette histoire parce que je te cache pas que cette histoire, je veux voir comment elle va évoluer. J'espère qu'on n'en ira pas là. Mais en tout cas, c'est quelque chose que tu dois avoir en tête et de toute façon, je te tiendrai au courant. Et pour répondre à la question jusqu'où le Bitcoin chutera, et ben tout simplement jusqu'à ce que les gens arrêtent de vendre, jusqu'à ce que les ventes de Grayscale s'épuisent. Et en ce qui concerne les prix, les 40 000 $, on était sur un support très important. Le prochain support se trouve à 37 000 $. Mais beaucoup pensent, je préfère te le dire, beaucoup pensent que dans quelques mois, le BTC pourra reprendre de la vigueur. On va faire très simple. Mais encore une fois, ça reste à voir et va falloir surveiller tout ça. Alors voilà pour ma théorie. Enfin, c'est pas uniquement ma théorie, c'est une théorie partagée par beaucoup de monde. Avant de me démolir en commentaire, je t'invite à faire tes propres recherches sur ce que je viens de te dire. J'ai fait mes propres recherches. A priori, je me trompe pas. Mais voilà, je t'invite à faire tes propres recherches. Et quand tu auras fait tes propres recherches, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Si tu as des contre-arguments, je suis à ton écoute. Et voilà.
Voilà, si c'est pertinent, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Si tu es encore avec moi, like la vidéo et surtout laisse un commentaire pour le giveaway du jour. Je t'invite à poursuivre avec cette vidéo qui est juste ici, qui est très importante. Clique dessus, prends soin de toi et à bientôt.